Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste en stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 4e saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler du nerf de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour Joanne Watanabe de 50 Partners. Bonjour Armelle. Joanne, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique et de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui ? Ouais, bien sûr. Écoute, moi, pour t'expliquer, j'ai commencé par un parcours qui est assez classique de prépa et école de commerce. Et ensuite, dans mon parcours, il y a eu un peu 3 phases. Il y a eu une première phase plutôt dans un grand groupe. Donc, j'étais chez Procter & Gamble, c'est un groupe américain. Où j'ai travaillé sur 8 marques différentes, des couches, des lessives, du shampoing de luxe, tu vois, un peu de tout, au siège France et au siège Monde. Mais j'ai toujours voulu être dans l'entrepreneuriat. Donc, tous les ans, j'essayais de monter des projets qui capotaient, etc. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Lucas et Caroline, qui allaient devenir mes associés sur une nouvelle aventure entrepreneuriale qui était Ignition Programme. Où en fait, la mission, c'était de donner envie aux jeunes d'entreprendre et de donner envie aux jeunes d'aller rejoindre des jeunes startups qui n'étaient pas forcément connues, qui étaient pas forcément marketées, pas forcément sexy du coup, et puis de les aider à réussir dans cet univers-là avec du suivi, des formations, etc. Et puis c'était aussi d'aider d'un autre côté les entrepreneurs à recruter des talents parce que c'est une compétence qui est fondamentale, mais on l'apprend peu ou pas. Et du coup, voilà, on s'était donné cette mission. C'était une super aventure entrepreneuriale et vraiment, j'ai adoré humainement. C'était assez fou. L'entreprise a été rentable et assez vite et on est allé jusqu'à 100 salariés. Donc, tu vois, c'était vraiment une belle histoire. Ensuite, j'ai passé le relais à mes associés et j'ai rejoint Food Cherry, qui était une start-up qui est une start-up dans la food tech, donc une start-up dans l'alimentation, en gros qui livre des plats à domicile chez les gens, qui était dans une phase de croissance très très forte et j'avais envie de découvrir ça aussi. Voilà, ça a été une aventure assez intense, très apprenante, qui a été ça a été un très beau succès puisque la start-up a été revendue à Sodexo, où j'y étais. Et après ça, c'est là où donc c'est la 3e étape un peu de mon parcours. Je sais pas, je me posais des questions et j'avais envie de remonter un projet. Donc je suis arrivée chez 50 Partners, où je suis toujours aujourd'hui. Donc la fin de l'histoire, voilà, tu la connais. Et au début, juste pour donner un coup de main en marketing aux startups qui étaient là. Et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment fantastique. Je me suis dit, moi, j'aurais tellement aimé qu'on soit accompagné comme ça quand on était chez Ignition. Et du coup, j'ai eu envie de rester. Et donc, j'y suis, tu vois, depuis plus de 4 ans maintenant, avec joie. Voilà. Alors, est-ce que justement, tu peux nous parler de 50 Partners ? Qu'est-ce que c'est que cette entreprise ? C'est quoi son histoire, son fonctionnement ? Alors, écoute, 50 Partners, c'est une structure qui est très particulière, qui a été créée il y a plus de 10 ans aujourd'hui. C'est un des premiers accélérateurs qui a été créé en France. Et en fait, l'ambition au départ de 50 Partners, c'est de construire la solution d'accompagnement qui soit la plus efficace et utile pour des entrepreneurs. Donc, c'est l'idée de construire ce qui va pouvoir apporter le plus d'impact sur toutes les problématiques que rencontrent les entrepreneurs. Et en fait, Jérôme, qui a fondé 50 Partners, au début, s'est dit, mais en fait, ce qui est le plus pertinent, c'est d'autres entrepreneurs expérimentés. Parce qu'en fait, des gens qui ont déjà entrepris et qui ont réussi,
c'est les plus à même d'éclairer des entrepreneurs plus jeunes sur toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et donc, si on arrive à réunir des entrepreneurs qui ont créé les plus belles success stories et qui ont envie de consacrer du temps et de l'énergie à des autres entrepreneurs, bah, on aura quelque chose qui sera vraiment super intéressant. Et c'est ça le cœur, tu vois, l'origine de 50 Partners. Et c'est aujourd'hui toujours le cœur de la proposition de valeur, enfin de ce qu'on fait, tu vois, de ce qui est au quotidien 50 Partners. Et donc, on a rassemblé des entrepreneurs expérimentés. Tu as les fondateurs des plus belles success stories françaises, donc des plus belles start-up et aventures entrepreneuriales françaises. Donc, il y a les fondateurs de Blablacar, Aircall, Lataikou, Le Bon Coin. Enfin, je donne plein de noms comme ça en espérant qu'il y en ait un qui parle à quelqu'un et qui se sont associés et qui s'engagent à aider sur le long terme des entrepreneurs. Et donc, la particularité, bah, ça, c'est la première. La deuxième, c'est que c'est sur le long terme. C'est-à-dire qu'en fait, on a la conviction que le succès, ça se fait pas en 3 mois, en 6 mois, en 1 an. En fait, une aventure entrepreneuriale, ça va plutôt se faire en 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et il faut être capable d'avoir une structure qui permette d'être là jusqu'à ces moments-là. Donc ça, c'est la particularité de 50. Et la troisième particularité, c'est pour faire ça, du coup, on a un nombre de projets qui est très limité. En fait, aujourd'hui, chaque programme de 50 Partners accompagne 6 à 8 projets par an. Donc c'est un nombre, tu vois, qui est assez faible pour vraiment s'assurer qu'on fait de la qualité et qu'on va arriver ensuite à suivre dans le temps ces projets. Voilà. Et on a aussi autour de ça, bah, ça c'est le socle de 50, mais développer plein d'autres ressources qui permettent vraiment d'aider les entrepreneurs, comme le financement. Et donc, suite à ça, on a monté des fonds d'investissement qui sont adossés du coup au programme. Et on aide les entrepreneurs à faire leur levée de fonds. Et puis, on aide aussi à financer des projets qui sont accompagnés dans ces programmes-là. Voilà. Donc 50 Partners, c'est et un accélérateur et des fonds d'investissement. Tout à fait. Qui potentiellement vont investir dans les entreprises qui sont dans l'accélérateur. Voilà, et pas que. On investit en majorité dans les projets qui sont accompagnés dans les accélérateurs, mais on investit aussi dans des projets autres. Tu vois, on va avoir 20-30% de nos montants investis qui vont aller dans des projets qui sont pas accompagnés par les accélérateurs. On essaye de dédier ces fonds autres plutôt à des projets qui sont très matures. Tu vois, plutôt sur des tours plus tardifs. Je vais pas donner trop de jargon, mais comme des séries A, tu vois, quand c'est vraiment des projets qui sont beaucoup plus avancés, qui partent à l'international, qui ont déjà vraiment fait leurs preuves, là, pour le coup, ça peut être éligible uniquement au fonds. Alors, du coup, ça s'appelle 50 Partners. Est-ce que ça veut dire que les 50 partenaires, chefs d'entreprise qui sont dans ce collectif ont tous investi financièrement ou ils sont simplement là en rôle de conseil? Oui, alors bah écoute, un super point. En fait, les 50 partenaires, c'est eux qui ont co-créé chaque accélérateur. Donc en fait, chaque accélérateur, il est détenu à 100% par les 50 partners. Du coup, c'est vraiment leur structure. C'est pour ça aussi que 50, ça marche, entre guillemets, sur le long terme et qu'on fait ce qu'on dit. C'est parce qu'en fait, les partenaires sont vraiment engagés. Ils sont associés aux boîtes qu'on accompagne et donc ils ont vraiment un intérêt, tout comme les entrepreneurs ont un intérêt à ce que leur boîte réussisse. Ils ont tous le même intérêt. Tout le monde va dans la même direction pour la réussite. Donc, ils sont effectivement associés entre eux et associés au projet. Et comment fonctionne un fonds, l'un de vos fonds d'investissement? D'abord, combien vous avez de fonds et ensuite, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc aujourd'hui, on a 3 fonds d'investissement, bientôt 4. On a un fonds d'investissement qui est dédié plutôt aux entreprises dans le secteur du digital au sens large. Donc c'est vraiment éligible à beaucoup de types de projets différents. Il y a un fonds qui est dédié aux entreprises plutôt dans l'impact. Et puis il y a le fonds Sista qui a été cofondé avec Tatiana Jama et 50 Partners et qui est un fonds dédié à investir dans des projets portés par des femmes. Et bientôt, il y aura un fonds santé aussi. Voilà. Super. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples d'entreprises que vous avez soutenues, backées, comme on dit dans le jargon, sur ces 3 fonds? Alors, écoute, sur le digital, je peux te citer par exemple Explora Project, parce que du coup, on est en plein dans l'outdoor. Donc, Explora Project, c'est une start-up qui développe des voyages durables. Explora Project, c'est un projet qu'on a financé dans le cadre du digital.
Dans le cadre de l'impact, on a Tom et Josette par exemple. Donc Tom et Josette, c'est une start-up super chouette qui met des crèches dans les EHPAD. Voilà, un super projet porté par des super fondatrices. Sista, qu'est-ce que je peux citer? Alors là, tout de suite, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Et puis Santé, on est en train de le démarrer. Ces fonds d'investissement, c'est des poches qui durent combien de temps en moyenne? Alors, le modèle du fonds d'investissement, donc tu as un modèle qui est assez classique. Ça va être un fonds, il va durer à peu près 10 ans. Tu as une première période d'investissement qui dure 3 ans. En l'occurrence, chez nous, c'est 3 ans. Peu ou prou, c'est à peu près pareil dans tous les fonds. En fait, c'est une période pendant laquelle tu dois, on dit donc déployer ton argent, tu dois investir tout l'argent de ton fonds dans des projets. Et ensuite, tu as les 7 années suivantes dans le fonctionnement classique d'un fonds, pour sortir de ces projets. Et donc, en général, tu n'investis plus dans des nouveaux projets, mais tu peux réinvestir dans les projets que tu avais au départ. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les projets qui grandissent vraiment super bien, c'est ceux-là dans lesquels tu vas consacrer tes réinvestissements, et pour vraiment les aider, tu vois, toute leur histoire de financement, être présent jusqu'à la fin ou au succès ou à la sortie des fondateurs, tu vois. Donc ça veut dire que potentiellement tu vas pas dépenser tout l'argent qui est dans cette poche, tu vas t'en garder un petit peu sous le coude pour l'hypothèse de ce qu'on appelle un bridge par exemple, c'est-à-dire qu'il faut recapitaliser un petit peu l'entreprise, ou s'il y a une autre levée de fonds qui est faite par l'entreprise à un niveau supérieur. Tu parlais tout à l'heure de série A, donc on a le pré-seed, le seed, la série A, série B, série C, etc. et jusqu'à la fin de l'alphabet potentiellement. Et pour pas être trop dilué, en fait, vous remettez au pot à chaque fois? Alors, c'est pas forcément pour pas être trop dilué, mais c'est plus quand vraiment, tu vois, tu as des projets qui se développent bien et qui, du coup, vont chercher des financements. Du coup, ça peut être intéressant d'aider ces projets-là à continuer leur histoire de croissance. Et puis, tu vois, les entrepreneurs, quand les projets se développent bien, souvent ont à ce stade-là le choix de leurs investisseurs. Alors au début, quand ça va pas bien ou que c'est le démarrage, t'as pas trop le choix, tu prends un peu où tu trouves l'argent. Et nous, on conseille vraiment de faire justement un extra effort pour trouver des gens qui valent la peine, et que ce soit pas justement prendre l'argent le premier venu pour voilà, ce qui peut être très pénalisant pour la suite. En revanche, quand les projets grandissent bien, les séries A, B, C dont tu parlais, là, souvent les entrepreneurs ont le choix. Parfois uniquement entre deux fonds ou parfois plus. Et donc là, c'est eux qui vont choisir leurs investisseurs, et souvent qui nous demandent de rester autour parce qu'ils apprécient d'avoir 50, qui est pour eux un peu la Suisse des investisseurs, tu vois, qui est un peu de leur côté, qui essaye un peu de mettre du lien entre les investisseurs et d'aider à ce que l'aventure se passe bien. Est-ce que ça veut dire que vous demandez systématiquement un siège au conseil d'administration lorsque vous investissez, par exemple, dans vos conditions? Alors écoute, pour les tours les plus tôt dans l'aventure des boîtes, donc tu disais le pré-seed, le seed, on demande à être présent dans les boards, parce qu'en fait pas forcément avoir le pouvoir de décision, mais au moins d'y être pour pouvoir observer ce qui se passe, et c'est des moments qui sont pour nous très précieux. Pour deux raisons. D'une part, parce qu'en fait, c'est là où tu as aussi un update de ce qui se passe sur l'entreprise. Alors nous, on les connaît super bien, mais c'est quand même intéressant d'être toujours au contact et de toujours savoir ce qui se passe. Toutes les discussions qui peuvent avoir lieu peuvent pour nous apporter de la matière pour dire, tiens, on peut aider l'entrepreneur là-dessus, il y a ça qui est sorti, super intéressant, on va leur conseiller ça. Et puis, c'est aussi, comme je te disais, on a aussi envie un peu d'être le liant et d'aider à ce que ces boards se passent bien. Et donc, on aime aussi y être pour aider. Parfois, les entrepreneurs sont pas à l'aise dans cet exercice, et donc essayer, tu vois, de les défendre sur certains trucs ou d'apporter un peu d'éclairage parce qu'on connaît les projets dans leur quotidien. Donc, on a une autre perspective qui peut être rassurante pour les investisseurs. Quel conseil tu donnerais, conseil qui peut être au pluriel d'ailleurs, à quelqu'un qui voudrait créer un fonds d'investissement ou un accélérateur comme 50? Alors, je dirais 2 conseils qui sont différents. Pour le fonds d'investissement, la clé au démarrage, c'est de trouver des investisseurs. Et c'est une période qui est très difficile parce que il y a beaucoup moins d'argent qui est investi dans les fonds. Alors,
tu vois, le fonctionnement des fonds, c'est des gens qui mettent de l'argent dans des fonds et les fonds, ils mettent de l'argent dans les boîtes. Mais il y a beaucoup moins de gens qui mettent de l'argent dans les fonds. On revoyait encore ce matin le chiffre, hein, ça a énormément baissé en 2023 par rapport aux années précédentes. Donc, c'est déjà sécuriser de l'argent. Ça paraît évident, mais ça l'est pas du tout. Par contre, des gens qui souhaiteraient créer un accélérateur, donc structure d'accompagnement des projets sans forcément les financer, là je dirais d'essayer de trouver un business model qui soit viable. Parce que ce qui est extrêmement difficile et frustrant pour nous, c'est de voir des projets qui rentrent dans des accélérateurs et en fait, ces accélérateurs, en fait, ils ont pas de modèle viable. Donc au bout d'un an, 3 mois ou quoi, ils n'ont pas d'argent pour survivre et malheureusement ils ferment. Et là, tu vois, il y a eu plein de scandales ou tu vois, de bruit récemment autour de ces choses-là et c'est super dommage. Alors, si on regarde un petit peu plus ton métier, qu'est-ce que c'est que ce job de venture capitaliste et à quoi ressemble ton quotidien professionnel? Alors, le job de venture capitaliste, c'est donc nous, on a chez 50 la particularité, c'est je vais te répondre aux deux questions. On a la particularité d'avoir plusieurs casquettes. Donc, je suis pas que VC. Et pour t'expliquer vraiment, VC, c'est le métier principal. Ça consiste à identifier des projets prometteurs, des entreprises dans lesquelles ça vaut la peine, enfin des entreprises que ça vaut la peine d'accompagner et de financer en l'occurrence pour des fonds, et de s'assurer ensuite que ces projets se développent bien. Donc, tu as vraiment deux phases. Tu as une phase de sélection qui est du coup vraiment de la rencontre, de l'échange. Et pour les projets qui sont intéressants, on parle de due deal. Donc, ça veut dire que tu vas rentrer plus dans une phase un peu d'analyse, d'essayer de comprendre comment fonctionne le projet, la vision des fondateurs, toutes les métriques qu'il peut y avoir derrière quand c'est des projets qui en ont, d'avoir des avis d'experts pour bien évaluer les projets. Et puis ensuite, dans cette phase d'accompagnement, moi, je dirais, c'est ma perspective, hein, c'est pas forcément celle de tout le monde, mais ce qui va être important, c'est de créer la relation avec les entrepreneurs, de s'assurer que tu prends le temps de créer la confiance, de faire tes preuves, d'être à l'écoute, d'être disponible et utile pour pouvoir les aider dans les moments où ils en ont besoin et voilà, d'apporter un maximum de valeur au projet pour assurer que tu vois ça marche, quoi. Voilà. Et tu disais le rôle au quotidien. Donc, la particularité qu'on a chez 50, c'est qu'on fait plein de choses. C'est très entrepreneurial. Donc, on a cette casquette de sélection et d'accompagnement des projets à la fois pour les accélérateurs et pour les fonds. On a aussi souvent d'autres casquettes. Moi, par exemple, je gère aussi pas mal les sujets maintenant de marketing. Et puis, j'ai repris aussi avec Mylène, qui est super chez nous, les sujets d'événementiel. Et puis, je conseille aussi pas mal les startups cross-programme sur des sujets de marketing. Comment tu fais pour identifier ces projets prometteurs? Est-ce qu'il y a une secret sauce 50 Partners pour les déceler? On aimerait. Alors, je vais te dire, oui et non. En fait, on les regarde le plus tôt possible. On essaye vraiment de rencontrer des projets au démarrage de l'aventure. C'est là où on peut avoir le plus d'impact, mais pas que. Tu vois, des projets qui rejoignent qui sont un peu plus matures. Mais la secret sauce, enfin, nous, ce à quoi on est très attentif, c'est deux choses. Bien sûr, c'est les fondateurs, parce que nous, c'est des projets très très jeunes. Donc, t'en as qui ont déjà des revenus très avancés, etc. Puis t'en as qui ont rien. Donc, on va, dans tous les cas, regarder en priorité les fondateurs. Et une particularité de 50, c'est qu'on va faire très attention aux valeurs des fondateurs. Nous, on va chercher des fondateurs qui sont bienveillants, qui sont humbles et qui sont à l'écoute. Et c'est quelque chose qui est totalement discriminatoire, discriminant. C'est-à-dire que si tu coches pas ces valeurs-là, et que malgré tout tu as un projet très prometteur, un énorme marché, des super métriques, tu ne seras pas sélectionné chez 50 Partners. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait, c'est du travail sur le long terme, comme je t'ai dit. Et du coup, s'il n'y a pas le fit, s'il n'y a pas un fit de valeur, ça ne peut pas prendre sur le long terme. Je pense qu'un fonds d'investissement qui serait que fonds d'investissement n'aurait pas besoin peut-être, ou et encore, de regarder ça, parce qu'ils sont pas forcément là sur le long terme. Mais nous, c'est fondamental. Si on veut que la mayonnaise prenne entre justement les partenaires, les entrepreneurs expérimentés et puis les entrepreneurs qu'on accompagne, il faut qu'il y ait cette harmonie et cette envie de travailler ensemble. Donc ça, c'est un peu la secret sauce de 50, c'est de regarder ça. Et puis après, ça va être les critères qui sont un peu plus classiques. On va regarder notamment un qui est très important, c'est la taille de marché. À noter que la taille de marché, pour nous, c'est pas forcément la taille de marché que voient les fondateurs. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aussi avec l'expérience et le recul que, en fait, quand tu montes une boîte, en vrai, qu'est-ce qu'elle va être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on n'en sait rien, ni toi, ni moi, enfin, ni les entrepreneurs, ni nous. En revanche, parfois, il y a des pivots
qui sont assez conséquents. Et donc, c'est intéressant d'aller regarder des marchés peut-être un peu plus larges et de se dire, attends, les fondateurs, ils sont sur ce truc, ils pensent pas. Je te donne un exemple tout con, ils se disent, tiens, qui vont vendre leurs produits en direct, en ligne à des consommateurs comme toi et moi. Peut-être qu'il y a un marché auprès des entreprises. Et ça, ils l'ont pas considéré, ce serait intéressant. Ou, tu vois, aujourd'hui, ils sont sur ce problème-là, mais en fait, il y a un problème qui est très proche là, qui pourrait adresser peut-être dans un an, s'ils arrivent à avoir cette techno. Donc, on essaye de se projeter un peu. Tout ça, c'est assez hypothétique, mais on essaie de faire des scénarios et on essaye aussi beaucoup dans la secret sauce de prendre les avis des partenaires chez nous. Parce que tu vois, quand on a pour chaque programme 50 partenaires qui ont monté des boîtes sur cette thématique-là, on a beaucoup d'expertise. Et donc, on sait que chaque projet qui va arriver sur n'importe quel sujet que ce soit, tu vois, ça va être l'IA, l'alimentaire, des projets dans l'agriculture, des projets dans la data, on va avoir à minima 3 à 5 partenaires, entrepreneurs à succès, qui connaissent hyper bien ce domaine. Et donc, on leur envoie les projets à eux pour qu'ils nous fassent des retours sur les entrepreneurs et sur la pertinence du projet. Et ça, c'est très particulier aussi. Ouais. Quels sont, selon toi, les plus gros challenges que tu relèves au quotidien ? Être vraiment utile pour les entrepreneurs. C'est sûr que, ouais. J'allais dire, il y a peut-être deux choses. Être vraiment utile pour les entrepreneurs voilà, ça c'est un enjeu de tous les jours parce qu'on s'est mis en top priorité que les entrepreneurs qu'on accompagne soient satisfaits et que toutes les parties prenantes de 50, les partenaires aussi, les investisseurs soient hyper heureux d'être là, de contribuer, de participer, toujours plus engagés. Donc il faut faire ce qu'on dit. Et il faut le maintenir dans le temps. Et tu vois, 50, ça existe depuis 10 ans. Donc, on a aussi cet héritage qu'il faut honorer, hein, et cette crédibilité, cette réputation qu'il faut défendre. Donc, voilà, faut être bon. Donc, ça, c'est un gros challenge. Et le deuxième, c'est peut-être du coup d'arriver à jongler entre toutes ces casquettes parce que c'est passionnant d'avoir toutes ces casquettes. Franchement, ça donne vraiment de la richesse, je trouve, au quotidien. Mais il faut aussi, du coup, être hyper organisé, savoir dire non, tu vois, Alors, c'est très dur. Pour tout le monde, c'est très difficile. Et oui, c'est happant, comme on voilà. dit. Tu es une femme dans un milieu qui est réputé pour être majoritairement masculin. Quelles difficultés est-ce que tu as rencontrées et comment est-ce que tu as fait pour les surmonter ? Oui, je te confirme, c'est très masculin. Alors, on fait tout ce qu'on peut pour chercher des femmes partenaires. D'ailleurs, je fais un appel. C'est super difficile effectivement, c'est très, très masculin. Alors, la particularité, moi, au quotidien, je vais te dire, sans être langue de bois du tout, je ne souffre pas du tout d'être une femme, étant donné qu'on a la mixité chez 50. Et on s'y tient. C'est un effort pour nous et on le défend. 50-50, tu vois, dans l'équipe, il y a autant de femmes que d'hommes à tous les niveaux, de l'analyste tout en haut. Sur chaque programme, il y a un homme et une femme. Donc ça, j'en souffre pas du tout au quotidien. En revanche, ce qui me chagrine un peu plus, c'est plutôt pour les entrepreneuses qu'on accompagne et les biais dont elles peuvent souffrir. Et ça, tu vois, moi j'ai lu pas mal d'études scientifiques là-dessus parce que c'est dur. Nous-mêmes, moi je m'en rends même pas compte. Mais tu vois, les faits sont là quand tu lis, quand tu rencontres une femme, quand tu regardes un deck de femmes, quand tu lis un mail d'une femme, tu ne la juges pas de la même façon qu'un homme. Et donc ça, c'est terrible. Donc ça me chagrine beaucoup. Et puis j'ai aussi toutes les histoires d'entrepreneuses qu'on accompagne qui dans des process de levée de fonds échangent avec des fonds. Et là c'est encore étonnamment, moi ça me surprend à chaque fois, mais archaïque et très macho. Et voilà. Mais donc on essaye de lutter contre ça en incarnant autre chose. Et tu vois, il y a le fonds Sista dont on parlait tout à l'heure, qui est aussi une super illustration de ça, d'essayer de défendre le fait d'investir dans des femmes et de dire voilà, ça fait aussi du sens pour la société et puis du sens économiquement aussi. Tu vois, c'est les projets portés par des femmes et des hommes, hein, les projets mixtes, c'est des projets qui réussissent mieux. Voilà, c'est fait. Donc allons-y. Est-ce que tu peux nous parler du processus entre le moment où un dossier de levée de fonds arrive sur ton bureau et le moment où vous le financez ou éventuellement vous le refusez ? Est-ce qu'il y a différentes étapes et combien de temps ça dure en moyenne ? Oui, alors tu vois, en général, comment ça se passe ? On reçoit des projets, on les étudie. Les projets qui nous semblent intéressants, on a toujours un premier échange avec eux. Souvent, c'est une visio, ça dure 1 heure. On fait connaissance et je te dis, on essaie de comprendre autant les valeurs que le projet. Ensuite, si le projet est intéressant, on va de notre côté commencer à creuser un peu, potentiellement contacter certains partenaires déjà pour se faire un avis un peu plus précis des enjeux et de ce qu'il va falloir creuser. Et donc, on fait un deuxième rendez-vous, on creuse ces différents enjeux
qu'on a pressenti. On essaie de demander des démos produits. On essaie de clarifier un peu le projet, mais et puis de voir les fondateurs pour voir le fit. Super important des deux côtés. À ce stade-là, si le projet passe et que ça nous semble être le bon timing, qui coche toutes les cases, on va les présenter à des partenaires. Chez nous, c'est 3 partenaires minimum. Donc, c'est des échanges qui vont durer 1 heure, 1 heure et demie, parfois plus, qui sont plutôt des échanges d'entrepreneurs à entrepreneurs. Tu vois, c'est pas des échanges de VC. Les partenaires, c'est pas des investisseurs. Par contre, parfois ça l'est, mais ils sont vraiment plus dans une posture d'aidant, d'essayer de connaître, de comprendre. Et donc, c'est 3 échanges où on essaie de mettre des partenaires qui ont des profils très différents et d'aller checker des choses différentes. Il y en a en fonction des enjeux identifiés. Ça peut être, il y a un doute sur la techno, il y a un doute sur l'entente entre les fondateurs et il y a un doute sur, je sais pas, le pricing. Et donc, on va envoyer à chaque fois un partenaire expert de cette thématique pour nous donner un avis. Ce qui va être intéressant chez 50, c'est que on veut dérisquer, c'est-à-dire comprendre où sont les enjeux et les potentiels challenges que va rencontrer le projet pour atteindre son ambition. En revanche, on se ferme pas du tout la porte s'il y a un énorme trou dans la raquette. Tu vois, je peux te dire un projet, par exemple, où il y a un énorme trou, un projet qui veut vendre à des grandes entreprises et où il y aurait un problème sur les sales, c'est-à-dire il n'y aurait pas de commercial peut-être très fort dans cette équipe. C'est pas forcément un problème chez nous dans la mesure où on se demande toujours est-ce que 50 Partners et le groupe des partenaires et l'écosystème peuvent aider à pallier ça et à les faire monter en compétence là-dessus. Donc ça va pas être un no-go. Et à ce stade, si le projet a passé ces étapes-là, qui ont l'air très longues, mais en réalité c'est super rapide et ça peut se faire en 2 semaines, si le projet a passé ces étapes-là, ensuite il pitch devant tous les partenaires et à ce moment-là, c'est à la majorité que le projet rentre ou rentre pas. Voilà. Donc en 2 à 3 semaines, tu peux avoir une réponse potentiellement positive. Au plus vite, si c'est le bon timing. Et puis, au plus long, écoute, il y a des projets qu'on a suivis pendant 1 an avant de potentiellement leur dire, ah là, je pense que c'est le bon moment. Mais mutuellement, tu vas te dire, ah, franchement, là, ça fait du sens, allons-y maintenant. Quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs qui voudraient lever des fonds? Oui. Éventuellement, le corollaire, c'est quoi les erreurs à éviter? Aïe, 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 il y a tellement à dire. Le meilleur conseil, déjà, ce serait de se poser pour définir une stratégie de levée de fonds. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu cherches de l'argent, tu ne vas pas adresser les mêmes personnes en fonction de ton stade de maturité. Ça va être ça le point de départ. Et du montant que tu vas rechercher, tu vas pas adresser les mêmes personnes avec le même discours, au même timing. Donc moi, je pense que le premier conseil, c'est si tu connais pas, c'est de te faire entourer. Et en général, les entrepreneurs connaissent pas ça. Donc faut prendre des conseils sur la stratégie de levée de fonds pour ne pas perdre ton temps à aller parler à des gens qui n'ont aucun intérêt à investir dans ta boîte. Je te donne un exemple typique d'un écueil qu'on voit tout le temps, mais qui est très humain. C'est des projets très jeunes qui passent beaucoup de temps avec des fonds d'investissement. En fait, quand tu es un projet très jeune, ça n'est pas forcément le stade de maturité qui intéresse les fonds d'investissement. Donc, c'est un peu, voilà, tu vas passer beaucoup de temps. Les fonds d'investissement, en revanche, ont un intérêt à te connaître et ont un intérêt à créer le lien avec toi. Parce que s'ils s'avéraient que ton projet marchait dans 1 an, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et en fait, ils ont envie d'avoir ce lien avec toi, ils ont envie de t'avoir vu, ils ont envie que tu les apprécies. Donc, eux, leur métier, c'est de te rencontrer. Donc, ils vont prendre ces rendez-vous, ils vont prendre les calls, ils vont te voir. Ils vont te dire, ah, super intéressant, on se recontacte dans 1 mois, dans 2 mois. Toi, tu prends ça comme, waouh, ils sont trop chauds. Mais en fait, pas du tout. C'est leur métier de garder contact avec toi et de voir ce qui va se passer. Donc ça, c'est typiquement un écueil qu'on voit. Un projet très jeune, il vaudrait mieux qu'il aille voir des business angels. C'est-à-dire des entrepreneurs à succès qui investissent à titre personnel ou tu vois, pour leur propre société, leur holding, qui investissent dans des startups. Mais les fonds d'investissement, qui sont très connus, très shiny, c'est pas forcément eux qui s'intéressent à ça. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Et le deuxième, j'allais dire, il faut vraiment chercher le minimum d'argent possible pour atteindre la prochaine étape. Hein, c'est vraiment bien calibrer le montant qu'on va rechercher quand on lève des fonds. Si pour atteindre la prochaine étape de développement significative, en fait, t'as finalement pas besoin de beaucoup de ressources, pas besoin de beaucoup d'argent. Ça sert à rien d'aller chercher la gloire, d'aller lever plus d'1 million d'euros. Tu vas perdre ton temps parce que
parce que les investisseurs vont se demander à quoi va servir ton argent et en fait, voilà. Et puis l'autre truc, c'est le timing. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où il y a eu une phase délirante, on en sort là, où tu pouvais vraiment lever en envoyant un mail, en racontant rien du tout, en disant j'ai envie de faire ça et regarde mon LinkedIn et je monte une boîte. Et tu pouvais lever 1 million. Et je te jure que ça, je l'ai vu. Donc c'était Mais vrai. non, moi je croyais que c'était une Mais légende. pas du tout. T'es sérieuse? Je suis sérieuse. Moi, j'ai vu une levée sur une page Notion. J'ai vu une levée sur un deck d'une boîte qui n'existait pas. Ouais, c'est vraiment ça. Ça existe. Ça n'existe plus, ou peut-être à la marge. Donc aujourd'hui, c'est important d'aller au bon moment. C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller perdre ton temps si tu n'as pas de preuves qu'il commence à y avoir un intérêt de marché autour de ta boîte. Mais si tu vas perdre un temps fou, il vaut mieux consacrer cette énergie avec 3 bouts de ficelle, quitte à aller un peu plus lentement, à prouver qu'il y a un intérêt, que tu peux avoir des clients, notamment, tu vois, de la base d'avoir des clients, que d'aller perdre ton temps à chercher de l'argent parce que ça ne va intéresser personne. Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote sur une situation amusante ou insolite que tu aurais vécue depuis que tu travailles chez 50 Partners? Ouais. Bah écoute, justement, dans la sélection des projets, tu vois, une des difficultés du métier du métier qu'on fait, c'est qu'on voit des projets sur des thématiques qui sont très très différentes et sur des thématiques qui sont très pointues. Les entrepreneurs en face, ils sont très pointus souvent. Et tu vois, moi, à un moment donné, j'ai eu une lubie. Je me disais, bah, ce serait génial. C'était, je sais pas, ouais, ça devait être il y a 3 ans. Ce serait génial d'avoir une startup dans le quantum computing. Euh, tu vois, je sais pas, ça me fascinait. J'ai dit, il y a un truc. Alors j'avais commencé à lire des articles. Je sais plus comment le truc est venu. Mais je me suis dit, il y a un truc. Et en plus, il y a un truc qui se passe en France et c'est fou. Et peut-être qu'il faudrait qu'on soit là-dessus. Et donc, je m'étais mis en tête de regarder toutes les boîtes qui se montaient là-dessus. Sauf qu'en fait, pour parler à des gens qui montent des boîtes là-dessus, il faut que tu sois crédible. Enfin, tu vois, si à un moment donné, je suis sérieuse dans ma démarche, il faut que les gens ils se disent que je pose des questions intelligentes. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, je me souviens d'avoir passé des après-midi entières, tu vois, sur YouTube à regarder des vidéos pour comprendre la physique quantique, qui n'est pas du tout mon domaine de formation et d'expertise, ne serait-ce que pour avoir un minimum de billes pour comprendre ce que les gens me racontaient. Bon, je te cache pas que ça n'a pas servi à grand-chose, je comprenais rien en discussion. Et il s'avère qu'en plus, c'est allé très très vite après ça. Tu vois, c'est la période où il y a eu, je sais pas si tu connais, mais une startup genre Alice et Bob, que j'avais rencontré d'ailleurs, mais qui avait commencé à démarrer, à lever pas mal d'argent à ce moment-là. Donc ouais, ça a été un fail, mais bon. Il y en a Voilà. beaucoup. Comment est-ce que tu vois le futur pour les fonds d'investissement dans les 3 prochaines années? C'est quoi pour toi l'analyse de la conjecture? Alors déjà, il y a vraiment une sortie de la période d'euphorie. Hein, elle est factuelle. On est revenu, tu vois, dans les montants d'investissement, on est revenu au niveau de 2019. Donc en fait, la lecture, chacun le lira probablement différemment. Moi, ma lecture, c'est que c'est pas tant qu'on est dans une crise, c'est qu'on est revenu à la normale. Et peut-être même qu'on n'est pas encore totalement revenu à la normale, parce qu'on n'est pas tout à fait au niveau de 2019, de 2018 et de 2017. Tu vois, on est encore bien au-dessus. Hein. Donc peut-être que ça va encore se calmer. Donc se calmer, ça veut dire dans les montants investis, il va y avoir moins d'investissements et il va y avoir peut-être des levées moins conséquentes et des valorisations moins élevées. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va se confirmer, s'installer, peut-être encore plus s'accentuer. Une évolution qui est assez saine, c'est que les critères que regardent les fonds d'investissement sont différents. Aujourd'hui, il y a vraiment un regard sur la rentabilité. Donc, c'est-à-dire qu'un entrepreneur qui vient te présenter un projet, le fonds d'investissement à une certaine époque se concentrait beaucoup sur la croissance. On allait vraiment dire, OK, c'est quoi les perspectives de croissance, le chiffre d'affaires à 5 ans, on est où? Et vraiment, ça pouvait aussi être une grille de lecture et puis suffire en fait pour générer de l'intérêt si tu t'avais prouvé que tu étais peut-être capable de générer une traction de fou. Aujourd'hui, de plus en plus, des fonds d'investissement, mais nous y compris, on va vraiment regarder la rentabilité et la viabilité du business model. Sous combien de temps est-ce que l'entrepreneur il va être capable d'être rentable? Tu vois, si c'est une entreprise qui prévoit d'être rentable à 5 ans, bah, c'est bizarre. Hein, tu montes quand même une entreprise pour avoir quelque chose de viable, ou si tu as besoin de 3 levées de fonds avant de potentiellement être viable, bah, voilà, c'est pas très rassurant. Donc moi, je pense qu'il y aura toujours cette tendance de regarder la rentabilité qui est très saine. Et puis, alors moi, ce que je souhaiterais, c'est que les fonds d'investissement soient plus bienveillants,
Ça, c'est ce qu'on essaye d'incarner chez 50 Partners. Mais j'aimerais aussi que l'écosystème il évolue vers ça, que le rapport de force entre les investisseurs et les entrepreneurs il soit pas trop déséquilibré, qu'il y ait du respect, qu'il y ait de la bienveillance. C'est plus un souhait que ce que j'imagine arriver, mais je souhaiterais que ce soit plus équilibré, plus bienveillant et plus sain. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil de livre à lire ou de documentaire à regarder, éventuellement un influenceur à suivre sur les levées de fonds ou sur le business des fonds d'investissement? Alors oui, il y a un super podcast sur les fonds d'investissement qui s'appelle Venture Unlocked. Super intéressant avec des interviews d'investisseurs pour bien comprendre ce qui se passe du côté des investisseurs, leurs challenges, leurs enjeux. Eux aussi, ils sont dans des structures, dans des entreprises avec des challenges de business, quoi. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Après, je trouve intéressant. Alors moi, je suis hyper fan de livres. Je lis énormément. Il y a beaucoup de livres. The Hard Things. Attends, c'est quoi exactement le titre? The Hard Thing About Hard Things, qui est un livre super intéressant sur la création d'entreprises et je sais plus exactement le titre, mais ça se retrouvera facilement, c'est que ça intéresse. Super intéressant sur la création d'entreprises et les écueils et des bons conseils d'entrepreneurs qui ont bien eu les mains dedans et qui ont bien réussi après. Franchement, ce que je conseille, ce serait de s'intéresser à ces livres-là et de pas les mettre de côté sous prétexte que c'est des livres américains de business, tu vois, un peu dénigrés. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre rapidement dans ces livres, des réflexes. Voilà. Et alors, dernier conseil, c'est pas un livre, mais tu vois, moi-même, je suis dans cette problématique, c'est vraiment de se former à la gestion et à la finance. Je crois que, tu vois, quand tu montes une entreprise, c'est fondamental. On avait encore cette discussion hier avec des entrepreneurs. C'est fondamental d'avoir des notions, même quand tu délègues la finance, d'avoir des notions de finance, de gestion, d'être capable de lire un BP et de le construire ou de le faire évoluer. Je pense que c'est quelque chose qui est trop oublié et qui est essentiel. D'ailleurs, j'ai un ami entrepreneur qui a monté Monsieur Marguerite qui m'a souvent rabâché ce point-là et qui a eu une super success story avec sa startup et qui est un excellent gestionnaire et qui me redit tout le temps ça, qu'il est étonné d'à quel point dans l'écosystème les gens sont peu éduqués à ça. Donc je voulais partager ça aussi. Merci beaucoup Joanne Watanabe, VC et CMO en résidence chez 50 Partners d'avoir été notre invitée. Voici les points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est la secret sauce de 50 Partners. On a de la chance. Les fondateurs doivent être humbles et bienveillants, avec lesquels il faut qu'il y ait un bon fit de valeurs pour que la relation soit harmonieuse sur le long terme. Et le deuxième ingrédient de cette secret sauce, c'est qu'il faut que la taille de marché soit bien identifiée, ce qui n'est pas toujours évident au début d'un projet. Le deuxième point, c'est que pour bien lever des fonds, il faut en amont se poser pour créer une véritable stratégie de levée de fonds. Ça veut dire qu'il faut viser les bons fonds d'investissement au regard de son secteur industriel, de la taille de son marché, mais aussi du montant de la levée et tout un tas de critères. Et surtout, il faut chercher à lever le minimum d'argent pour atteindre l'étape d'après et pas essayer d'en lever trop ou pas assez. Et enfin, il faut le bon timing. Et ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et enfin, dernier point, formez-vous à la finance. Sachez lire un BP pour mieux piloter finement votre entreprise. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.